Bonjour à tous, nous sommes à l'amphithéâtre Montané de la Roque en présence de M. Luc Aspar, vice-président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, pour traiter du thème de l'alerte. Alors j'en profite pour vous poser une première question puisque selon le rapport de l'IGF, l'Inspection générale des finances, sur la certification des petites entreprises, alors je cite, il est dit que l'effet de la présence d'un commissaire aux comptes sur la pérennité des entreprises, cet effet n'est pas significatif. Alors, qu'en pensez-vous ? Ce rapport a été commandé par le ministre à l'Inspection générale des finances dans le but de donner une apparence de débat et une légitimité à une décision politique qui avait déjà été prise. Il s'agit pour le gouvernement d'aligner les seuils français sur les seuils européens en partant du principe que la taille des entreprises devrait grandir si le cadre législatif s'accroît également. Voilà, donc c'est un peu ce raisonnement qui fait que, au nom de la simplicité, les seuils dans lesquels les entreprises auront l'obligation de nommer un commissaire aux comptes seront revalorisés. Donc, chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros, total du bilan supérieur à 4 millions et 50 salariés. En pratique, cela veut dire que 4 sociétés sur 5 qui aujourd'hui ont un commissaire aux comptes n'en auront plus à l'avenir. Et pour vous, du coup, est-ce que c'est une difficulté pour cette prévention des difficultés des entreprises ? Oui, je pense réellement, puisque le rapport partait de l'idée que, puisque la procédure d'alerte ne concernait qu'1% des entreprises, à peu près, et avec, dans la plupart des cas, on reviendra tout à l'heure sur le sujet, mais un arrêt à la phase 1 de la procédure. Donc le rapport disait, dans le fond, puisque la procédure est peu utilisée, c'est qu'elle n'est pas très utile. Voilà. Alors il y a une bataille de chiffres avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes sur les chiffres et sur l'intérêt du commissaire aux comptes. Alors, on va rentrer un peu dans ce qu'est la procédure d'alerte pour comprendre en fait que c'est vraiment un phénomène qui est un tout petit peu marginal dans le système général de la prévention des difficultés des entreprises. Est-ce que du coup on pourrait plutôt dire qu'avec votre retour d'expérience, en réalité, pour le déclenchement de la procédure d'alerte, les solutions sont trouvées finalement peut-être en amont, avant même du coup ce déclenchement ? Tout à fait. En fait, il faut replacer la procédure d'alerte dans le cadre plus général de la continuité d'exploitation. Alors, la continuité d'exploitation, c'est un grand principe comptable. Alors, quand on parle de principe comptable, tout le monde connaît le principe de prudence. D'ailleurs, tout le monde le connaît, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais enfin, on est là pour la continuité d'exploitation. Donc la continuité d'exploitation, ça veut dire qu'on suppose que l'entreprise va continuer son exploitation au-delà de 12 mois après la clôture des comptes. C'est ce principe qui fait qu'on calcule les amortissements. L'amortissement, on étale le coût d'un investissement sur sa durée d'utilisation qui peut être de plusieurs années. On ne va pas non plus provisionner d'indemnisation de rupture de contrat, de licenciement, puisqu'on part du principe que l'entreprise continue. Si on n'est plus dans cette perspective de continuité d'exploitation, à ce moment-là, il faut raisonner en valeur liquidative, en valeur vénale. Les stocks, finalement, ne valent plus rien puisqu'on doit les brader. Il y a des passifs nouveaux qui surgissent. Donc, on a des comptes qui sont complètement différents. Et donc, le principe de continuité d'exploitation, c'est vraiment quelque chose que le commissaire aux comptes doit vérifier en permanence, sinon les comptes sont tout à fait différents. Et quand il y a un doute sur la continuité d'exploitation, la direction de l'entreprise doit, dans l'annexe, indiquer pourquoi, malgré les événements ou la situation, elle pense que la perspective de continuité d'exploitation est la mieux adaptée. Et le commissaire aux comptes, dans son rapport, doit mentionner spécialement le point de l'annexe. Et ensuite, il doit se demander si, sur le fond, c'est pertinent et si l'information en elle-même est bien réalisée. Voilà. Donc c'est pour ça que la continuité d'exploitation, c'est quelque chose qui est très important. Et finalement, on va dire que la procédure d'alerte, c'est quelque chose qui arrive un peu en plus, mais qu'il faut situer dans le contexte. Alors, la procédure d'alerte, donc, on peut la définir comme une procédure de questionnement très cadencée, formalisée. Phase 1, on s'adresse alors je vais parler d'une société anonyme, on s'adresse au président du conseil d'administration. Si sa réponse ne convient pas, est trop vague, ou si elle n'existe pas, le commissaire aux comptes à ce moment-là saisit le conseil d'administration,
lui soumet les faits en disant voilà, il y a des difficultés, qu'est-ce que vous comptez faire, etc. Et pareil, le conseil d'administration a un délai relativement court pour répondre. Le commissaire aux comptes aussi a un délai relativement court pour étudier la réponse, puisque c'est un délai de 8 jours. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas sur le moment que la réponse est examinée, mais ça fait appel à toute la connaissance qu'il peut avoir de l'entreprise. Et ensuite, phase 3, c'est l'assemblée des actionnaires, si jamais il n'y a pas de réponse satisfaisante. Et puis en dernier, le président du tribunal. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que dès la phase 2, dès la consultation de l'organe collégial de direction, donc le conseil d'administration quand il s'agit d'une société anonyme, le président du tribunal est informé de l'existence d'une procédure et à la fin de la phase 2, de la procédure phase 2, le président du tribunal reçoit les conclusions du conseil d'administration et les représentants du personnel sont informés. Ce qui veut dire que dans une société anonyme, la phase 1 reste confidentielle, mais dès qu'on soumet la question à l'organe collégial, il n'y a plus de confidentialité. Dans les sociétés par action simplifiée, qui sont aujourd'hui le droit commun de la création, puisque la plupart sont créés sous cette forme-là, et avec simplement un président. Il n'y a pas d'organe collégial. Les phases 1 et 2 sont confondues. Ce qui veut dire que dans une société par action simplifiée, la procédure est automatiquement publique, entre guillemets, enfin en tout cas il n'y a pas de confidentialité, c'est-à-dire que dès qu'elle commence, la procédure d'alerte, il y a une information du président du tribunal, et puis dès qu'il y a la réponse, il y a aussi l'information du président du tribunal et des représentants du personnel. Ce qui tend à faire en sorte que c'est une phase 0 informelle qui se déroule, où dans le commissaire aux comptes va demander au président des explications, des plans d'action, etc. Voilà. Donc la procédure d'alerte, finalement, quand on la décrit telle qu'elle, aujourd'hui dans les SS surtout, c'est finalement une procédure qui intervient en cas d'échec. C'est quand finalement tout ce qui s'est fait avant d'une façon informelle n'a pas fonctionné. On est dans une situation d'échec et dans le fond, à ce moment-là, la logique du commissaire aux comptes, c'est plutôt de préserver sa responsabilité civile et disciplinaire. Donc, on a un support plutôt. On sort le parapluie, oui. Voilà, on sort le parapluie et on déclenche la procédure. Voilà. Donc, c'est plutôt un constat d'échec, la procédure. Ce qui est important, c'est ce qui existe avant. Alors, votre seconde question sur le retour d'expérience, en fait, ce n'est pas parce qu'on s'en sert peu qu'elle est inutile. C'est ça, ce pourcentage, ce 1% ne représente rien finalement. Il n'a pas de signification et ce n'est pas ça qui mesure l'utilité. Le retour d'expérience, c'est vrai, quand il y a une procédure d'alerte qui est enclenchée, très souvent ça se termine par une procédure collective. Par contre, le fait qu'il existe une procédure d'alerte, ça donne une légitimité supplémentaire au commissaire aux comptes. Si on va voir le chef d'entreprise en lui disant « bon, vous savez, le principe de la continuité d'exploitation dans vos comptes, on devrait raisonner en valeur liquidative », il va dire « de quoi vous me parlez, il faut aller voir l'expert comptable, moi je ne sais pas, etc. » Bon. La discussion lui dit « bon, vous avez des difficultés, je suis peut-être obligé de déclencher une procédure d'alerte, que se passe-t-il, etc. » Donc, ça donne une réelle possibilité pour déclencher un dialogue. Et ce dialogue est relativement important parce que finalement, le commissaire aux comptes est dans une bonne situation par rapport au chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il est à la fois extérieur à l'entreprise sans être complètement étranger. Bon, il n'est pas étranger parce qu'il est là depuis longtemps, souvent. Les mandats, c'est des mandats de 6 ans. Il a une connaissance de l'entreprise. Il a parfois la confiance, on peut le dire, du chef d'entreprise. Bon, enfin, voilà, donc il a quand même une relation qui n'est pas une relation d'étranger complètement avec le chef d'entreprise. Et en même temps, il est relativement extérieur. Donc il a une indépendance. Et le dialogue qu'il peut avoir avec le chef d'entreprise va être un dialogue rationnel. Il peut avoir un dialogue rationnel, constructif. Et souvent, bon, le chef d'entreprise peut être un peu paralysé dans sa prise de décision ou autre. Et je pense que l'apport du commissaire aux comptes, ça va finalement être de gagner du temps. C'est-à-dire qu'il va peut-être faire gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois dans une prise de décision, voilà, sur des décisions rationnelles, quelles qu'elles soient. Ça pourra être des décisions de tout type, mais il va peut-être obliger le chef d'entreprise à avoir une réflexion plus rapide. Voilà. C'est surtout ça l'apport. Une fois que la procédure d'alerte est enclenchée, je pense que là, par contre... Les doutes ne sont plus trop permis.
Oui, après, la procédure d'alerte s'arrête dès qu'une procédure collective est engagée. Donc souvent, la procédure d'alerte se termine par des procédures collectives. Il y a d'autres exemples, hein, mais enfin, mon retour d'expérience est plutôt négatif là-dessus. Par contre, il est plutôt positif sur le dialogue que le commissaire aux comptes peut avoir avec le chef d'entreprise. Et effectivement, donc du coup, ça nous inquiète hein, quand on voit que les commissaires aux comptes sur les petites entreprises sont peut-être appelés à disparaître. Ils vont disparaître. Et du coup, pour toujours essayer d'améliorer cette prévention des difficultés des entreprises, donc la compagnie nationale avait essayé de faire d'autres propositions pour que vous ne perdiez pas ce rôle complètement légitime, qui serait d'une part, par exemple, de faire dépendre le coût de l'intervention du commissaire aux comptes par rapport à la taille de l'entreprise, et d'autre part, d'instaurer éventuellement un commissaire aux comptes dans les groupes de sociétés. Oui. Est-ce que l'un ou l'autre de ces éléments vous semble être une bonne idée pour le futur, les perspectives sur la prévention? Tout à fait. En tout cas, meilleure que celle qui était dans le rapport de l'IGF, donc qui proposait que ce soit l'expert comptable qui ait un rôle en matière de prévention. Et alors là, je parlais tout à l'heure de bonne distance par rapport à l'entreprise. L'expert comptable, il n'a pas la distance suffisante par rapport à l'entreprise. Il a un lien contractuel. Enfin, voilà, donc, perd son indépendance. Oui, absolument. Il n'a pas l'indépendance nécessaire pour ça. Alors donc, faire dépendre le travail du commissaire aux comptes de la taille de l'entreprise, c'est déjà un peu le cas, puisque aujourd'hui, il y a un barème qui existe, un barème légal, hein, qui fixe le nombre d'heures d'intervention. Ce barème dépend du total du bilan, et puis il dépend des produits, enfin on va simplifier, il dépend du chiffre d'affaires plus le total du bilan. Alors, est-ce que c'est un bon indicateur, chiffre d'affaires plus total du bilan? Est-ce que c'est un bon indicateur de la taille de l'entreprise? C'est là où il y a des discussions, parce que dans le fond, on peut avoir une entreprise, si elle a par exemple 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, si c'est un bureau d'études, ça va être peut-être 70 personnes. Si c'est par exemple un grossiste, ce sera peut-être 10 ou 15 personnes. Donc on voit finalement que le chiffre d'affaires n'est pas le meilleur des critères pour déterminer la taille d'une entreprise. Alors, il y avait d'autres propositions qui étaient à l'étude sur la valeur ajoutée, mais finalement, pour l'instant, cette discussion a été un peu laminée par ce rapport et par la discussion qui est en cours. Peut-être que dans un proche avenir, il y aura une discussion qui reprendra dans un cadre un peu plus serein sur des critères un peu plus pertinents. Alors, l'autre interrogation qui concernait les groupes, elle est liée au fait que dans la législation précédente, puisque aujourd'hui, donc, la loi Pacte est présentée en Conseil des ministres, et donc bon, on sait à peu près ce qu'il en est. Donc il y avait un commissaire aux comptes qui était obligatoire dans les SAS dès qu'elles détenaient une filiale, contrôlaient une filiale, ou dès qu'elles étaient détenues par une autre société. On est sûr que cette disposition disparaît. Et donc, cette disposition disparaissant, on se trouvait face à la perspective finalement de groupes de sociétés constitués par exemple de 5 ou 6 sociétés de 7 millions d'euros. Hein. Donc on arrivait par exemple à 42 millions d'euros. Donc 42 millions d'euros, c'était inférieur aux 48 millions des seuils consolidés, hein, de commissariat aux comptes avec des comptes consolidés. Et en même temps, ça pouvait représenter des ensembles relativement importants. Donc là-dessus, effectivement, la compagnie nationale a attiré un peu l'attention. Il y a un rapport qui a été fait, mais dont on ne connaît pas le contenu. Et on espère que les arbitrages qui seront rendus au cours du mois de juin et puis lors des discussions au niveau de l'Assemblée nationale permettront d'arriver à des solutions un peu plus rationnelles. Mais enfin, pour l'instant, on n'a aucun moyen de savoir ce qu'il en est réellement. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Aspar, pour ce retour d'expérience. On espère finalement que tous les acteurs qui sont dans l'entreprise pourront continuer à collaborer pour alerter le chef d'entreprise et améliorer la prévention des difficultés de l'entreprise. Merci beaucoup.